roi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Fou du Roi. Avec nous ce matin, nous avons Didier Gustin, Charlotte Bouteloup, dont c'est le grand retour. Ça vous a pris, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme les éléphants. Chez vous, ça a pris plus que 9 mois pour faire un enfant. Il était temps que je revienne parce que j'ai un petit peu écouté l'émission et je trouve que le niveau a considérablement baissé depuis que je n'y suis plus. Ouais, non. Bonjour à tous. D'autres J'attends filles toujours vos brillantes. fleurs, Stéphane. Mais des fleurs, pourquoi faire? Pour me féliciter de ma nouvelle, de la nouvelle naissance de ma petite fille. D'accord. Oui. C'est une petite fille, elle s'appelle comment? Oui, elle s'appelle Allegra. Allegra. Voilà. Très bien. Elle vous donne de la joie au moins? Beaucoup de joie. Parfait. Ça tombe bien. Avec nous également François Reynard. Bonjour à tous. Et Eric Nehoff. Au menu de l'émission, nous devions recevoir l'historien André Caspi qui a préfacé chez Grund les 2 volumes La Seconde Guerre mondiale de Richard Overy avec énormément de facsimilés, de documents reproduits. Vraiment des livres passionnants, mais on en parlera sans lui. Je crois qu'il a un empêchement. Nous entendrons le groupe canadien Alpha Rococo, le musicien guinéen Kimi Diabaté. Dans quelques instants, la chronique de Daniel Morin ici présent. Didier Porte à 12h05. La chronique à la carte ensuite de Régis Maillot. Et saluons notre pianiste Franck Gélibert. Bonjour. Monstre sacré du théâtre et du cinéma européen avec 170 films et 60 ans d'une carrière exigeante, toujours motivé par l'art et non le profit, il refuse l'idée d'être statufié de son vivant, car comme chacun sait, on court alors le risque d'être victime d'abord des intempéries et ensuite des pigeons. Choisissant les projets au cinéma pour peu qu'ils n'aient rien à voir avec le commerce d'images, mais plutôt avec une interrogation sur l'existence, il préfère jouer ou travailler avec des jeunes d'âge et de tête qui, par chance, se passionnent pour un comédien qui a tourné sous la direction des grands maîtres, de Godard à Buñuel, de Ferreri à Sautet, de Rivette à Malle, sans rien perdre de son appétit. Qu'est-ce que le bel âge? Est-ce celui de la jeunesse qui cherche à construire dans l'angoisse son avenir, ou de la vieillesse riche de tant de souvenirs? La cohabitation des rivages opposés de la vie est souvent mystérieuse, comme en témoigne le film de Laurent Perrault avec Pauline Etienne et avec notre invité de ce matin, que nous avons joie à accueillir, Michel Piccoli. Ah, il s'applaudit. Merci d'être avec nous ce matin. Michel Piccoli pour ce film Le Bel Âge avec Pauline Etienne. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion en regardant le film, vous êtes son grand-père, enfin voilà, et vous habitez la même maison, vous vous croisez peu sur le film. Au fond, vous l'avez peu connue, cette jeune comédienne, mais il n'y avait pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre. Souvent, il n'est pas nécessaire de se parler beaucoup pour se comprendre. Mais enfin, on va quand même se parler. Surtout à la radio, c'est de l'incompréhension commence. Je trouve que c'est un très beau film. C'est un très beau film qu'il faut appuyer parce qu'il apparaît comme soutenir, non, plutôt. Oui, ou soutenir plutôt. C'est-à-dire que si vous résumez le film, c'est un grand-père et une petite fille dans une grande demeure en Bretagne qui se parlent pratiquement jamais. C'est un film lent, c'est un film où il n'y a pas un suspense. On est à l'opposé de la grammaire hollywoodienne et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très beau, parce que précisément le cinéma délirant hollywoodien où tout doit aller vite, où il faut qu'il y ait une action par seconde, etc. C'est aussi exaspérant. Alors que ça, c'est un film de la subtilité, de la finesse. On regarde ça, on rentre là-dedans, on se laisse porter et en fait il y a une émotion qui arrive extrêmement de manière sensible et extrêmement lente et je pense que moi j'avais jamais rien vu de Laurent Perrault, mais j'irai voir d'autres films de Laurent Perrault parce que je pense que c'est un très grand cinéaste. C'est normal que tu n'aies rien vu. Servi par de grands acteurs. C'est un premier film, un joli premier film. J'ai regardé dans l'internet et il y a d'autres films qu'il a fait. C'est peut-être des courts-métrages parce que c'est son premier long. Non, c'est son premier film. Ah d'accord, alors j'irai voir les suivants. Et tu as raison. Tu as raison de dire que c'est lent, mais au bon sens du terme. C'est très peu dialogué, c'est même assez contemplatif. Parfois, c'est un joli film et puis qui parle, les thèmes qu'il aborde touchent tout le monde en fait. Ça parle de la famille et de la difficulté de s'y épanouir parfois, mais aussi du passage à l'âge adulte via cette adolescente de 17 ans et sur les tourments du passé via votre personnage de grand-père. Ne disons rien.
Ah non, Ah bah, de toute manière, il n'y a pas d'intrigue vraiment. Eric, vous avez vu le film? Bien sûr, oui, oui. Et puis il y a aussi Pauline sûr. Etienne qu'on a repérée dans le film de Léa Fener, là, qui est épatant. Et c'est une fille qui va faire une carrière. Elle fait pas d'ombre à Michel Piccoli, mais Ouais. faut se méfier d'elle. Elle a dû être très impressionnée, Pauline Etienne, la jeune femme, de se retrouver sur un plateau avec Michel Piccoli comme interlocuteur. Vous avez été comment avec elle? Très paternaliste? Nous étions tous les deux très impressionnés. Ah bon Rencontrer une jeune fille de 19 ans et rester silencieux pendant 1 mois et demi devant elle en ne se parlant pas et en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer entre nous? Bon, il y avait un scénario, c'était merveilleux, mais comment allons-nous nous parler? Comment allons-nous nous regarder? Parce qu'elle devait se méfier de moi. Enfin, s'inquiéter plutôt. Moi, je m'inquiétais aussi. Je la sentais très timide. Mais la timidité est un état qui me plaît assez. Les gens qui ne sont pas timides sont pour moi insupportables. Ça a le mérite d'être clair. Charlotte, Mais sur un Les gens tournage... sont trop timides pour vous répondre. La timidité est une qualité de l'existence, de l'écoute, du regard et de qu'est-ce qui va se passer. Vous comprenez? allez, rhabille-toi, Charlotte. Non mais vous savez, en général, quand on est grande gueule, c'est qu'on porte un masque et qu'on est très timide. Les grandes gueules sont Non très mais timides. sur un Oui, tournage... enfin, il y a différents timides. Oui, il y a différents degrés de la timidité. Vous savez, Oui, je voulais elle a vous eu dire, 9 mois pour se toujours- préparer à ce Non, mais matin. sur un alors, tournage, arrêter, hein. vous dites, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais sur un tournage, il y a toujours des pauses entre les prises, peut-être des pauses café. Est-ce que vous lui donniez des conseils? Est-ce que vous étiez chacun Oh, dans surtout votre coin? pas, surtout pas. Donner des conseils à une jeune actrice un peu inquiète de savoir quel est cet individu qui est devant elle. Moi, me demande la guettant. Alors, nous avons décidé, j'ai décidé de... Nous nous disions bonjour tous les matins, très aimablement, au revoir tous les soirs. Et comme nous parlions très peu pendant le tournage du film, et très peu dans l'histoire du film, mais nous nous entendions extrêmement bien. Ah bah oui, quand on se parle peu. Forcément. Ça, C'est quelquefois dangereux de trop parler. c'est vrai. On se découvre trop. Alors lui, il parle Mais beaucoup. c'est quelquefois, je trouve, moins dangereux de ne pas se parler. Oui, c'est vrai. Pas un regard plus haut que l'autre. Mais parlons-nous. Voilà un garçon, il faut que je vous présente un garçon qui n'a aucune timidité quand il est face à une femme. Mais aucune. Quand quoi? Quand? Parce que quand il est face aux femmes, il n'a aucune timidité. J'ai envie Comment cette fait-il? qualité. Eh ben, il va nous l'expliquer, il nous l'explique tous les matins. Je prends des leçons. Voici Daniel Morin. Nous sommes le 18 décembre, aujourd'hui c'est la Saint-Gatien. Encore un prénom qui ne ressemble et qui ne sert à rien, mais bon, c'est pas le premier. Hein. Alors en général, que dit-on des Gatiens? Eh bien, pas grand-chose. Non, la personnalité des Gatiens fait qu'ils sont remarquablement transparents. On s'ennuie en présence d'un Gatien, le temps ne passe pas. Il est fait de silence gênant et d'irrésistible envie de bâiller. Les Gatiens ne se marient pas, personne n'en veut. Ou alors une fille terne, une Christiane. C'est tiède la Christiane, ça va bien en Gatien? Petit conseil, si un jour on vous présente un Gatien, quittez la pièce. Et aujourd'hui à notre invité de grand renom, à nos auditrices au comportement fripon, et à notre public qui va applaudir et hurler comme quand on égorge le cochon, je dis bonjour. Vous avez vu hier notre président à son arrivée à Copenhague. Tonique le Nicolas, hein. Il est remonté comme un slip de Chirac. On avait retrouvé le Nico de la belle époque, hein. En sueur avec l'épaule qui se dévisse. Apparemment, ça l'agace que rien ne bouge chez les Danois. Fallait le voir au micro devant les délégations. Il leur a pas parlé, il les a engueulés. Bon, ben moi je vous le dis tout de suite. Si je suis venu ici, dans ce pays tout pourri où il se passe rien, c'est pour bosser, c'est pas pour glander. On va discuter. Enfin, c'est moi qui vais parler, et on va trouver un accord que je vais proposer. S'il le faut, on va veiller toute la nuit. Moi, ça me dérange pas, je suis dispo. Carla, elle a pas pu venir. Elle prépare son prochain album avec son nouvel ami SDF. Bon, allez, Angela, tu nous fais du café pour tout le monde. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre une douche. Nom de Dieu, je suis chaud ce soir, j'ai le périnée en feu. Pendant ce temps-là, en France, rien ne va plus. Hein. De façon sournoise et vicieuse, la neige s'est mise à tomber en décembre. Personne ne s'y attendait. Du coup, le périph' autour de Paris, c'est Holiday on Ice. Tu roules sur 10 mètres, tu pries sur 50. Les usagers prendraient bien les transports en commun, mais c'est la grève dans le RER et sur certaines lignes de métro, ça ne va pas fort non plus. La neige sur les voies à la mi-décembre. Comment voulez-vous que la RATP prévoie ça?
Je vous raconte pas l'ambiance dans les quelques métros qui passent. En moyenne, on est 500 par wagon. Ce matin, par exemple, où, en plus, on a été coincé dans un tunnel pendant 30 minutes. Il y avait une femme enceinte à côté de moi. Elle a commencé à se sentir mal, elle me regardait avec ses grands yeux humides de labrador qui a une patte cassée. Quand d'un seul coup, et vous allez voir, elle manque pas d'air, la pouliche, elle me dit « S'il vous plaît, vous pourriez pousser vos jambes et libérer le siège à côté pour que je m'assoie ?» Enfoiré. Aveuglée par son égoïsme et sa fainéantise, elle ne se rendait même pas compte que j'étais en pleine concentration en train de relire ma chronique. Alors là, la pression du direct sur France Inter, elle s'en foutait, mais royalement. Hein. Bah oui, je suis d'accord. Vous pensez bien, j'ai pas bougé. Oh non. Regardez, elle m'a relancé. Je suis désolé d'insister, mais je me sens pas bien du tout. Je suis enceinte de 8 mois et il te reste encore 1 mois, alors fous-moi la paix, la pote. À défaut d'avoir de la tenue, essaye au moins d'être digne. Et pourquoi c'est moi qui devrais me lever d'abord? Tiens, toi là devant moi qui lève les yeux au ciel d'un air outré. Vas-y, laisse-lui ta place, toi. Quoi? Mais c'est pas de ma faute si t'as 89 ans, ma grande. Allez, bouge, c'est bon pour les jambes, un peu d'exercice. Non, mais des fois, hein, les gens, on se demande où ils ont été élevés. Ça m'a agacé, cette histoire. Oh, 2 stations après, 5 personnes descendent. Ouf, 60 remontent. Merde. Parmi les 60, la cerise sur le gâteau. Bonjour, monsieur, dame, excusez-moi, dérange pendant le voyage. Moi, accompagnez-vous, peu musique. Il nous a fait tout Yvette Horner. J'en pouvais plus. 5 stations après, je descendais, et comme le hasard fait bien les choses, l'accordéoniste descendait aussi. Je lui ai pété la gueule au kosovar mélomane. Ça m'a fait un bien fou. Le principal, c'est que je sois arrivé à l'heure ce matin à 8h. Oui, je suis obligé d'arriver à 8h le vendredi. Ce jour-là, c'est moi qui masse Stéphane avant l'émission. Et je le masse en chantant l'hymne grec. Ah, tout le monde est au courant, Stéphane. Hein. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non. Ah, merci Didier. Ne croyez rien de ce qu'il dit, Michel. Ah, mais en plus, si on arrive en retard, il nous fouette, alors c'est mignon. Oh. Bon, tout va mal en France, sauf pour Julien Drey. Hein. Il ne sera pas traîné en correctionnel. Maintenant, ça va être la grande farandole des cadres du PS pour lui dire, après 6 mois, sans lui avoir adressé la parole, « Mais tu sais, Julien, on a toujours cru en toi. Hein. On le savait que t'étais innocent. » Moi, je suis sûr qu'hier, suite à la décision de justice, quand il est arrivé chez lui, le Julien, il a dû avoir une surprise. « Ah, merde, c'est toi, Ségolène, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fous sur mon canapé ?»« Je suis venu pour te féliciter, Julien. » Mais je m'attendais pas à te voir si vite, pour être franc. « Mais personne ne m'attend, Julien. » La surprise, c'est devenu ma grande spécialité. Personne m'attend, mais je débarque toujours, surtout quand personne veut de moi. Moi, je finis par la trouver touchante, hein, ma sorcière bien-aimée. Enfin, bref, question de point de vue. Bon, abordons à présent le vrai sujet d'actu. Celui qui a tenu en haleine les Français ces 2 dernières semaines. La santé à Johnny. Johnny qui est tiré d'affaire, mais qui doit annuler la fin de sa tournée. Le rocker doit se reposer. Et pour évoquer sa convalescence, il est venu nous voir ici au Fou du Roi, monsieur Johnny Hallyday. Je dis bonjour. Salut mon Denis. Alors Johnny, c'est le grand repos forcé. Que faites-vous de vos journées? Bien en ce moment j'essaye de réparer ma perruque. Comme Johnny il a fait un coma sur un seul côté du lit, il a sa perruque tout écrasée du côté gauche. Elle est toute aplatie la perruque à Johnny. On dirait un furet qui s'est fait rouler dessus par un camion. Quand je la mets, je ressemble à Stéphane Bern. Et ça vous fait rire. Bah, il suffit de regarder. À part réparer la perruque, quoi d'autre? Quoi d'autre? Oh, bah, je fais un peu de couture. Oui. Du tricot. Là, Johnny est en train de tricoter pour tout le personnel de l'hôpital des Santiago en laine. Pour être rock and roll et confortable à la fois. Johnny, j'imagine que votre hospitalisation a été une terrible épreuve pour votre famille. Beaucoup d'imagination, d'émotion, j'imagine. Oui, beaucoup d'émotionnalité dans la famille. Laetitia a dit à Johnny que souvent elle se sentait intellectuellement très proche de lui. Elle a dit ça quand vous étiez dans le doute? Non, quand j'étais dans le coma. Merci Johnny. À la vôtre. Bon week-end. C'est Daniel Morin avec la complicité de Didier Gustin. Nous sommes toujours avec Michel Piccoli pour parler du très beau film de Laurent Perrault, Le Bel Âge. Mais nous recevons maintenant Justine et David du groupe Alpha Rococo. Ce duo québécois a sorti son premier album, Lever l'encre, en 2007. Des chansons pop-rock mélodiques et efficaces qui lui ont permis de remporter 2 Félix. C'est l'équivalent québécois des victoires de la musique dans les catégories Album populaire de l'année et Révélation de l'année. Et je pense à toi, c'est le titre qu'ils viennent nous interpréter, accompagnés par Pat, Marco et Enzo, ce matin en direct dans le Fou du Roi. Alpha Rococo.
je pense à toi. J'ai fouillé tous les états. Je cherche, je ne trouve pas. Je t'en prie, réponds-moi. Je pense à toi. J'ai étudié tous les schémas. Le cœur lourd, encore toujours le même constat. J'ai envoyé ta photo dans tous les médias et j'ai crié ton nom dans un porte-voix. Réponds-moi, réponds-moi. Et je pense à toi. Merci Alpha Rococo, on les retrouve en deuxième heure en compagnie de Franck Gélibert. Nous sommes toujours avec Michel Piccoli pour parler du film Le Bel Âge avec Pauline Etienne, le film de Laurent Perrault qui sort le 30 décembre prochain en salle. Comment ça vous touche quand un jeune réalisateur pour un premier film vient vous voir, Michel Piccoli? Écoutez, c'est absolument bouleversant, étonnant, extrêmement intéressant parce qu'on se dit mais qui est celui-là? Et moi j'aime beaucoup rencontrer les personnes et j'aime les deviner, les chercher, les fouiller. Voilà. Et vous lisez le scénario quand même aussi, c'est pas seulement, vous reniflez pas seulement le réalisateur. Non, mais je ne fais pas que lire le scénario, je le lis et après je le relis avec lui. Et là, il a allumé une étincelle dans votre regard, c'est-à-dire qu'il a réussi à capter votre attention. Mutuellement, nous nous sommes captés nos intentions. Et... Oui, non mais c'est vrai parce qu'il y a toujours ce risque, j'imagine, quand on est acteur, quand on lit un scénario peut être très bien, ça peut donner un film très raté, évidemment. Donc comment on... C'est rare quand même. On peut avoir des surprises entre... J'imagine que c'est ça qui fait un grand réalisateur. Il y a des grands scénaristes qui donnent des mauvais films. Qu'est-ce que vous appelez un film raté? Oui, je sais. Il y a des films ratés, le public est enthousiaste. Il y a des films qui ne sont pas ratés. Et le public vous, dans tous les films que vous avez fait... le public n'est pas enthousiaste du tout. Comment vous mettez la hiérarchie de tous les films que vous avez fait? Il y en a que vous préférez, d'autres que vous n'aimez pas, ou comment ça se passe? Je crois qu'il n'y en a aucun que je n'aime pas. J'ai beaucoup de chance. Je ne renie rien. Non, il y a des choses amusantes. Par exemple, moi, je repensais à ça. Le Marco Ferreri, par exemple. Lequel? La Grande Bouffe. La Grande Bouffe, qui en 73 déclenche un scandale dont on n'a même pas idée aujourd'hui. Et aujourd'hui, sélectionné à Cannes, représentant la France à l'époque. Et on le regarde aujourd'hui comme un classique, comme un film. Pour les enfants.
Oui, Je n'irai pas Non, jusque-là. pour Eric. empêcher les enfants de devenir obèses. Pour les enfants, un film pour les enfants. Non. Ah, maintenant, c'est 5 fruits et légumes par jour. À l'époque, à l'époque, c'était plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus rien de choquant aujourd'hui, non? bah, c'est pas du tout la même époque. C'était une époque où le monde bougeait, chahutait, on ne savait plus très bien comment nous allions faire pour vivre. Mais ça arrive très souvent, hein. Et ça a été absolument scandaleux. Ça a été un scandale. Nous avons été haïs, détestés, nous avons fait peur à beaucoup de gens. Mais les temps ont changé. On s'aperçoit maintenant que ce film, en fait, est un film de tendresse. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe pour que de 20 ans ben, l'humeur change. L'humeur change et on s'aperçoit que ce film a un sujet éternel, avec des acteurs qui, hélas, ne sont plus éternels. Mais enfin, ils sont éternels puisqu'on peut aller les voir. Quand vous regardez toute votre filmographie impressionnante, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Pardon? Quand vous regardez tous vos films, votre carrière immense, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? De quoi vous êtes le plus fier? Je ne suis pas fier du tout, je suis passionné. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un film plus qu'un autre ou une rencontre plus qu'une autre qui vous habite encore aujourd'hui, qui vous a ébloui? Oh, il y en a beaucoup. Puisqu'on parle de Marco Ferreri, je penserai au premier film que j'ai tourné avec lui. Qui était quoi? Qui s'appelle Dillinger est mort. Un film muet. À l'époque du parlant. Et je voulais... Oui, vous n'êtes quand même pas si âgé. Non. Vous avez joué dans Le Mépris aussi, grand Oui, même. Le Ah Mépris. ouais, quelle C'est pas classe, rien. quelle classe. Ah, écoutez. Ah, Brigitte. Ah, Brigitte. Vous vous êtes parlé sur le tournage? Nous sommes quoi? Parler. Bien sûr. Ah, ouais. C'est un film magnifique. Hein. Nous sommes restés très silencieux aussi. Dans le film, Mais là, je n'ai pas à vous en raconter plus. il est Vous, question... vous êtes revus après ou vous revoyez toujours ou avec Brigitte Bardot au moins? Non, on ne s'est plus revus. Mais nous nous sommes beaucoup vus. Moi, ça m'intéresse de savoir quel genre d'adolescent vous étiez. C'est un film sur l'adolescence, sur cette jeune fille qui se cherche, qui se donne très facilement aux garçons, qui est paumée comme tous les adolescents. Alors, on parle du bel âge, là. Hein, Ouais, Oui, c'était oui, celui-là. oui. Quel genre... Comment vous étiez adolescent? Comme j'étais adolescent, j'étais muet, secret, je regardais beaucoup, j'écoutais beaucoup, j'étais très moqueur, j'étais très féroce, mais c'était l'époque où l'adolescence était un passage de la vie beaucoup plus facile que maintenant. Je suis persuadé, parce que j'ai des exemples à la maison et ailleurs, l'adolescence est de plus en plus angoissante. Et on devient maintenant adolescent très tôt et on a beaucoup de mal à comprendre ce qui va se passer. Et on le reste très tard, non? Avant, adolescent, ça c'est encore plus dangereux. Il y a une chose, moi, ce que j'ai, qui est très poétique dans le film de Laurent Perrault, c'est cette maison. Cette maison joue un rôle considérable. Elle est très belle. D'abord, elle est pleine de mystères. C'est comme une énigme. Est-ce que vous pourriez vivre enfermé comme ça dans une maison, vous retirer sur vos terres? Je ne sais pas si vous en avez d'ailleurs, peu importe. Non, je n'aimerais pas ça du tout. Me retirer sur mon passé est une chose à laquelle j'ai toujours échappé. J'ai de la mémoire, mais je ne vis pas dans le passé. C'est ce qui permet de rester vraiment vivant. De rester vif. Un jour, vous m'avez raconté une chose qui m'avait fait beaucoup rire. Vous m'aviez dit que quelqu'un était venu vous dire oh, c'est la première fois que je vous vois de votre vivant. Vous vous souvenez Oui, Pourvu que ça dure. oui, que ça, vous avez raison. Mais il y a comme ça beaucoup de phrases qui arrivent comme ça, de gens dits innocents et qui vous racontent des choses merveilleuses, en très peu de mots. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Ah, c'est toi, lui ». C'est génial. C'est génial. Ah bah oui, ça ne Alors, on s'invente dirait pas. du Raymond DeVos. On dirait Raymond DeVos. J'en ai une comme ça. Moi, je sortais d'un magasin et il y a comme un SDF qui dit mais c'est qui lui?
Il parle à un autre SDF, il dit je sais plus si c'est Gustin ou Sébastien, de toute façon, moi, la télé, je la regarde que quand je suis en prison. Ah, c'est pas mal. Et ça nous fait rire, c'est ça le pire. Et bien justement, il s'appelle pas Sébastien, il s'appelle Didier Gustin. Ah, c'est parti. Michel Piccoli, vous avez tourné Far West avec Jacques Brel. Voilà ce qu'il aurait pu vous chanter, Jacques. Décembre qui s'achève dans ce Paris si froid, Piccoli voit le jour. Ta mère qui se promène et promène ses doigts sur un piano velours. Ton père, un homme honnête, te regarde et sourit, violoniste toujours. Tes parents dans la main, Piccoli, c'est ta vie qui démarre en amour. Et voilà, voyez-vous, Piccoli qui grandit, 9 ans et ça commence. Devant tes parents jouer le merveilleux habit d'un roi et tu te lances. 12 ans et c'est la guerre et vêtu d'un chandail, Piccoli qui pédale. Comme t'a dit ta mère, sous les bombes tu te lances à Tulle, il faut que t'ailles. Et voilà Piccoli sur son vélo d'espoir qui traverse le noir. Les blessés, les regards de cette grande bagarre, Piccoli garde espoir. Car voilà le décor de tes amours, Cupidon, ta Corrèze le soir. C'est ton refuge enfin, ta nouvelle maison, Piccoli, campagnard. 14 ans, notre artiste et la radio de Londres, message mystérieux. 18 ans, tu prévois et t'annonces à tout le monde, je serai acteur si Dieu le veut. Et Dieu de bonne humeur et par chance a dit oui au destin merveilleux. Car ton rêve de gamin, on le sait aujourd'hui, il s'est fait, oui, mais en mieux. Et dans ce beau voyage, t'as croisé ma chanson et je te dis merci. Rendez-vous tout à l'heure, je te propose un circuit, l'île de Ré sous la pluie. Il faudra pédaler, tu pourras d'aventure parler de Sarkozy, de Grimbert, de Romy, et si la course dure, tu me raconteras ta vie. Celle qui est dans ton cœur, la Corrèze et Paris, tes amours je veux bien. Tes deux parents et toi, les beaux jours de ta vie, tes amours de gamin. As-tu le sang nuage qui a vu ton enfance, Piccoli, je voudrais bien être là avec toi, j'arrive, on recommence, tu sais, Piccoli, je reviens. Gustin. Bravo. Qu'est-ce qu'il imite bien, Brel, c'est incroyable. D'ailleurs, si vous voulez retrouver toutes les chansons que Didier Gustin chante dans Le Fou du Roi, eh bien, elles sont éditées. Il y a un disque Didier Gustin très portrait avec les portraits Benabar, Daniel Auteuil. Et bientôt Michel Piccoli. Bientôt Michel Piccoli. Absolument. Et vous êtes en tournée avec la pièce Adam et Ève le 22 janvier à Pontarlier et le 23 janvier à Besançon. Didier, je connaissais même pas la chanson d'origine. Moi, c'est quoi cette chanson? C'est Les Prénoms de Paris. Très jolie chanson. Très très jolie. Brel, Très jolie. Vous la connaissez Paris. la chanson d'origine? Non. Michel? Non. C'est beau. Très joli. Ouais. Ah bah c'est bien. Mais je raconte plein de choses dans cette chanson, notamment quand vous étiez enfant, à l'époque de la guerre, vous étiez à vélo sous les bombes, à l'âge de 10 ans. C'est votre mère qui vous a dit de partir à vélo pour aller à Tulle, c'est ça? Oui. C'est incroyable à cet âge-là. Vous Finalement- connaissez Tulle? Non. Je connais François Hollande, mais est-ce que ça... Et Jacques Chirac? Ouais. Ah oui, j'ai Oui, pensé la Corrèze. à C'est ça. la Corrèze, ouais. Tout C'est ça. la Corrèze. Et puis Denis Tidinac aussi. Enfin bon, on va faire tous les Corréziens célèbres. Il y a une chose, dans le film, à un moment, j'ai trouvé que c'était un moment d'une poésie magnifique, c'est vous faites le clown. Vous êtes face à une jeune Vous femme. chantez du Yvette Guilbert. Voilà. Le fiacre. Ah, vous avez reconnu la chanson? Ouais, le Je fiacre connais à pas des Jacques Brel, trottinants. mais ça oui. Je vais me mettre dans 50 ans. Je C'est serai la Jacques Brel. génération de François. Brel, c'est trop récent. Mais Alors, Yvette Guilbert, alors là, Je oui. connais Yvette Guilbert parce que c'était la chanteuse préférée, je vais faire chic, de Sigmund Freud. Voilà, Sigmund Freud avait T'as bien connu. Ça explique C'est tout. smart. Que vous avez bien Ah ouais. connu. Et j'ai connu Sigmund, en voiture Sigmund. Voilà, et donc, voilà, enfin bref. Et vous chantez le fiacre dedans. Parce que non, mais vous aviez une père, un père, pardon, on dit en français, je crois que c'est masculin. Et une mère qui Idéalement, était il a pianiste et connu
Freud. C'est bien ça. Oui. Et donc, quel rapport vous avez gardé à la musique, justement, toutes ces chansons-là? Vous les entendiez quand vous étiez enfant? Un rapport très nostalgique d'un enfant paresseux qui n'a jamais réussi à apprendre à jouer un instrument. Je le regrette infiniment. Mais vous chantez juste, parce que dans le film... Mais je parle faux. Non. Et vous avez chanté la chanson des choses de la vie aussi avec Romy Schneider. Oh, chanter, c'est beaucoup dire. Je parlais. Mais quelle voix! Merci. Vous avez réalisé des films déjà. Est-ce que c'est vrai que le prochain que vous allez faire en tant que réalisateur va s'appeler « Ma femme va avoir une voiture » Oui. Le titre est bien déjà. C'est génial. On peut en savoir un peu plus ou pas? Pardon? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'histoire? C'est très difficile. C'est l'histoire d'une espèce de fête folle pour cette femme qui, enfin, va avoir une voiture. Et un de ses invités lui dit, mais comment faisiez-vous avant? Et elle disait, ah ben, je prenais le chauffeur. Et on lui dit, ah ben oui, vous avez raison. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il est mort. Ah bon, de quoi? D'un accident de voiture. Etc., etc. Etc., etc. Mais justement, quand vous jouez dans un premier film, étant donné que vous êtes aussi réalisateur, maintenant, vous n'avez pas la tentation d'intervenir un petit peu par moment? J'interviens sans arrêt, mais avec beaucoup de discrétion et avec l'accord complet du réalisateur. Vous savez, c'est un couple tout à fait extraordinaire, un réalisateur et un acteur ou une actrice l'un devant l'autre. Mais il faut être extrêmement attentif et il faut savoir à quel moment on peut évoquer, suggérer quelque chose de plus que ce qui est écrit, ou de moins. Dans le film, il y a un personnage, un troisième personnage féminin qui est une voisine qui vient s'occuper de ce vieux monsieur. Il faut en parler, oui. Et c'est une dame qui est très gentille avec lui, dans beaucoup de sens du terme. Qu'entendez-vous par là? Au parlant, on n'entend pas grand-chose. Bref, ne racontons pas le film, mais simplement à un moment, cette femme est tout de gentillesse. Elle dit, et lui, le personnage que vous interprétez, il lui dit arrêtez avec cette sentimentalité dégoûtante ou dégoulinante. Enfin, il y a quelque chose de très brutal à son égard. Vous êtes comme ça? Vous êtes du genre à arrêter le sentiment, ou c'est vraiment le personnage qui dit ça? Oh non, c'est pas moi. Moi, je ne sais pas arrêter les sentiments. Même quand ils s'arrêtent, j'en garde quelque chose. C'est un film sur la famille également. C'est important pour vous, la famille? La famille, pour qui n'est-ce pas important? Mais dans quel sens? C'est passionnant, c'est tragique, c'est douloureux, c'est difficultueux, c'est tendre, c'est inquiétant. C'est romanesque alors? Espérons. Vous dites, je ne suis pas un acteur commercial. Ça veut donc dire qu'il y en a. Mais bien sûr, il y en a. Et d'admirables. Et d'autres moins... Bon, passons par là. Et non, parce que moi, ce que j'aime, c'est quand vous dites, je n'ai jamais fait le cinéma pour devenir célèbre, pour gagner de l'argent ou être le premier au box-office. C'est-à-dire, vous avez commencé, je crois que la première pièce que vous avez jouée, c'était à Pigalle. Et vous aviez votre nom au-dessus du titre, vous étiez en haut de l'affiche, mais vous gagniez pas d'argent. Oui, parce que... Vous étiez heureux. J'étais heureux, oui, parce que le directeur du théâtre, il m'a dit, il faut signer un contrat. Alors, il y a deux possibilités. Ou vous êtes au-dessus du titre et vous travaillez au pourcentage, ou vous êtes en dessous du titre et vous avez un salaire. Alors, déjà cabotin, déjà rêvant, mais j'ai dit, je préfère avoir mon nom au-dessus du titre. J'ai pas gagné un centime. Mais vous étiez heureux. C'est-à-dire que c'est le bonheur, l'argent, c'est pas ce après quoi vous courez, disons. Comme me disait ma chère maman, tu ne sauras jamais ce que c'est que l'argent. C'est dangereux. Mais il faut être très ferme et très attentif et très modeste avec l'argent. Le silence est d'or. Ouais. Modeste quand on en a trop et anxieux, modeste quand on n'en a pas assez. Bon valet, mauvais maître, disait Pardon? Sagan. Sagan disait de l'argent, bon valet, mauvais maître. Oui, bon valet, mauvais maître. Ouais.
On va pas parler de notre maître à tous. Pardon? Et qui est votre maître? Pardon? Qui est votre maître? C'est monsieur Nicolas Sarkozy. Non, pas Nicolas. Si, le prénom c'est bon, c'est ça, c'est Nicolas. C'est Nicolas. C'est votre Nicolas. Ici, on l'appelle Nico. C'est pas notre maître. Non. C'est notre maître à penser, c'est notre maître à écouter, c'est notre maître à continuer à vivre, c'est notre maître à être assuré. C'est Méfiez-vous, notre vous allez maître avoir un ministère. Pardon? On vous donne un portefeuille, méfiez-vous. C'est notre maître à rire, c'est notre maître à penser, c'est notre maître à apprendre. C'est notre maître et c'est étalon. notre maître à ferme ta gueule. C'est surtout. C'est notre maître 68 surtout. Pardon? C'est notre maître 68. Ah, c'est bien, il se passe des trucs dans cette émission. Ah oui, au moins, ça bouge. Et dans la jeune garde du cinéma français, si vous allez voir, est-ce que vous allez beaucoup au cinéma et dans la jeune garde du cinéma français, est-ce qu'il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui vous touche plus qu'un autre? Oui, il y en a un qui, il n'y a pas très longtemps, m'a profondément touché. C'est un des réalisateurs que j'ai connu dans notre jeunesse. Nous n'avons jamais travaillé ensemble, je lui en veux beaucoup, mais je l'aime énormément. Il s'appelle Alain Resnais. Il a toujours fait des films que les mauvaises langues appelaient plutôt intelligents. Intelligent. Mais en fait, il a fait des films absolument admirables, un peu gigantesques. Et il vient d'en faire un. Il a un certain âge. Il est encore plus... Oui, enfin, il a un âge certain, même ça, je peux vous le dire. Et il a fait un film d'une grâce, d'une fraîcheur, d'une jeunesse et d'un humour extraordinaire. Ça s'appelle Herbe folle. Ouais. Voilà. Bon. Et est-ce que vous allez beaucoup au cinéma ou pas? Pas assez. Pas assez. Vous savez, nous avons 1500 films à voir par an, nous les Français. Et les films américains? Est-ce que vous allez voir des films américains? Mais je les vois aussi, bien sûr. Ben, oui. Non, je ne suis absolument pas raciste. ni dans la vie courante, ni vis-à-vis des films. Je vous propose de recevoir maintenant le chanteur Kimi Diabaté. Cet artiste a grandi dans une famille de musiciens en Guinée-Bissau. Il a commencé très tôt à jouer du balafon, le xylophone africain, avant d'étudier la kora, un autre instrument traditionnel africain. Les percussions et la guitare, installé depuis 15 ans en Europe, il vient de sortir son deuxième album, Karam, sur lequel il rend hommage au peuple africain. Et il vient nous interpréter ce matin dans le Fou du Roi une chanson qui s'intitule Djambé. Voici Kimi Diabaté. Merci. Alors, on va taper la main. Oh yeah 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 yeah. Oh yeah yeah. Oh manyinde molu. Oh yeah yeah. Jombe ni tamanyo golemu jombe. Jombe ni furu nyogole mu jombe. Jombe ni sigi nyogole mu jombe. Jombe ni tamo nyogole mu jombe. Jombe 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 la la eh. Jombe 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 la la eh. Aha. Ali donke ali don ali donke ali don ali donke ali don ali donke ali. Oh yeah 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 yeah. Agora. Oh yeah yeah. Oh yeah 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 yeah. Merci.
Oh yeah 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 yeah. Oh ouais. Oh maninde molu. Oh yeah 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 yeah. Oh maninde. Merci Kimi Diabaté. J'aurais dû lui dire de jamais faire chanter le public, c'est pas possible, on chante tous faux. Et je vous rappelle le titre de son nouvel album, Karam. Nous sommes toujours avec Michel Piccoli pour le film Le Bel Âge, avec le film de Laurent Perrault avec Pauline Etienne. Et Eric Caravaca. Et il y a notamment Eric Caravaca, qui joue un maître nageur. Maître nageur, mais qui est aussi un merveilleux réalisateur, il faut bien le dire. Et nous devions recevoir ce matin André Caspi, mais il est indisponible, mais on va parler de son livre. Je vais le faire. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Oui, c'est un livre très beau. Voyez-vous, la couverture est en noir et blanc. Bien sûr, il s'agit c'est en 2 volumes sur la Seconde Guerre mondiale, avec cette méthode des beaux livres chez Grund. Souvent, il y a des facsimilés. Et c'est vrai que ça permet de toucher de plus près, parfois, à l'histoire, aux périodes qu'on a vécues, non ? Alors, il faut dire que le livre donc, sur la Seconde Guerre mondiale, l'historiographie elle-même, c'est très classique. C'est la Seconde Guerre mondiale racontée bataille après bataille ou l'occupation, etc. Mais effectivement, il y a cette chose qui est le plus produit, comme on dit dans le marketing, qui est le fait de rajouter des facsimilés. Alors, ils sont en allemand, en américain, etc. Ça rappellera des souvenirs à Michel Piccoli, ce qu'on voyait affiché sur les murs des villes en France. Moi, l'autre question que je voulais poser à André Caspi, mais je vais la poser à Michel Piccoli, c'est le livre intéressera bien sûr les gens qui sont passionnés par la Seconde Guerre mondiale, mais pourquoi est-ce que la société française aujourd'hui continue à être à ce point fascinée par la Seconde Guerre mondiale? J'ai l'impression que tous les 3 jours, il y a un truc sur la Seconde Guerre mondiale. Personnellement, moi, j'en peux plus de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des... Voilà, l'histoire, enfin, l'actualité ne manque pas de guerre. Je vois pas pourquoi on est toujours obligé de relire les guerres du passé. Est-ce que c'est parce que... Finalement, on n'a toujours pas compris. C'est ce que disait Michel Piccoli tout à l'heure. Il disait ils sortent un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale. Quand est-ce qu'ils vont sortir un bouquin sur la Troisième Guerre mondiale? Ce que vous disiez tout à l'heure. Savez, nous avons tendance à vivre dans la nostalgie. Cette Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la Seconde Guerre mondiale. Après la première, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas eu de guerre mondiale. Mondiale, non, ça c'est sûr. Comment non? Et en ce moment, nous ne sommes pas en guerre mondiale? De qui contre Le qui? silence est inquiétant. Oui. Non, mais c'est... Alors, j'ai eu la chance de peu souffrir sous la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai beaucoup vécu la chose, j'ai appris beaucoup de choses. C'est la Troisième Guerre mondiale qui me passionne, moi. Et alors, vous la voyez de qui contre qui? Alors, vous la voyez aujourd'hui? Mais elle est contre tout le monde. Nous sommes tous contre tout le monde. C'est une nouvelle guerre de religion catastrophique, monstrueuse. Enfin, heureusement, nous avons des chefs. Oh là là. Ouais. Et d'ailleurs, dans le film, votre personnage a donc une balle logée entre les 2 omoplates et il ne veut absolument pas qu'on la lui enlève. Il veut garder ce souvenir, enfin je ne sais pas, mais il ne veut pas qu'on lui enlève.
C'est un souvenir, oui. Nous gardons tous des souvenirs, ou des colifichets, ou des petits objets, ou le souvenir d'un moment exceptionnel. Ben lui conservait la balle de son revolver quand il a tenté son suicide. Vous gardez. Il l'a raté et il est peut-être très content de garder la balle. Vivant. Vous gardez, vous, Michel, des souvenirs. Vous avez des boîtes dans lesquelles vous gardez, je ne sais pas, des prix, des récompenses. J'ai jamais eu de boîte qui gardait quoi que ce soit. Oui. Vos prix, vos récompenses. Mais j'ai des mémoires. J'ai des mémoires. Mais vous gardez pas des objets, des lettres, des photos, des... Très peu. Ah oui. Et les récompenses Vous les vendez. C'est invendable. Où est-ce qu'il est, par Sinon, exemple je les aurais déjà vendus. Votre prix d'interprétation que vous aviez reçu à Cannes, où est-ce qu'il est? Il est dans le salon? Il est à la cave? Il est où? Il est, je crois, dans une valise. Oui. Ouais. Il y a des paquets comme ça qui sont cachés sous des meubles. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à vivre. Ça n'a jamais été de continuer à vivre dans le passé, mais à continuer à vivre avec le passé, mais dans le présent et surtout dans le futur. Je ne doute de rien. Non, mais vous avez raison, parce que c'est ça qui maintient jeune. Je ne sais pas si j'ai raison. Mais non, mais c'est ça qui maintient jeune aussi. C'est l'âge aussi qu'on a dans la tête. C'est si on vit dans son passé, on prend un coup de vieux. Et surtout de réaliser des films comme ça doit être excitant d'être un jeune réalisateur, là, avec ce nouveau film encore. Ben oui, toujours jeune. Continuons le combat. Ouais. Non, ce que j'aime, vous dites, pour rester vif, il faut courir sans cesse après de nouvelles aventures extravagantes, tonitruantes, hors des conventions. Oui. Le pire sont les conventions. Bien souvent, oui. Il faut les renouveler. C'est la moindre des choses. Et vous, puisqu'on parlait de la guerre, vous avez dit un jour que ces années de guerre ont été pour vous l'apprentissage de la révolte et de l'indignation, qui ne vous a jamais quitté. Qui ne me quittera jamais. Et vous êtes tout le temps révolté? Je suis tout le temps passionné d'être révolté et de me révolter. Mais vous dites souvent, je me bats dans ma tête. C'est-à-dire que vous êtes... votre combat, est-ce que vous le menez? Est-ce que vous descendez dans la rue? Est-ce que vous écrivez, vous écrivez des textes? Comment vous militez? Non, je suis descendu dans la rue. J'ai milité depuis que je suis très jeune, d'une façon très modeste, trop modeste pour mon goût. Mais je suis peut-être, comme beaucoup de personnes, d'un naturel égoïste qui m'empêche de me consacrer complètement à nos avenirs. Et vous militiez où et pourquoi ou contre quoi? Vous dites depuis que je suis jeune, j'ai milité. C'était quoi les exemples, par exemple? Contre quoi on milite? Ou pourquoi? Contre des idées, contre des pensées, contre des mensonges, contre des guerres. Lesquelles, par exemple? Lesquelles? Quelle guerre? Ou quel souvenir vous avez du militantisme? J'ai des souvenirs absolument passionnés, passionnants, indispensables. Pourvu que ça revienne. Justement, vous êtes un affranchi. On va écouter Alexis HK, Les Affranchis. Je porte à l'auriculaire une chevalière 1.4 carats, large comme ma face. On dit que je prends des airs, je fais des manières, mais quand je donne ma main, tu l'embrasses. Quand mes fesses plissées s'enfoncent dans le cuir, mon pouvoir est bien en place et je lâche pour moi-même un sourire. Aussi loin que me ramènent mes souvenirs sur terre, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. Un affranchi, c'est tout réfléchi. Et je remercie Martin Scorsese et Joe Pesci. Nous célébrons toute votre classe éternelle lors de nos joutes au petit vin blanc sous les tonnelles. Wapidam pam papui, ti pam pam pam, pam papui. Wapidam
règles sont strictes et chacune a son territoire de jeu. Inutile pour un chanteur aphone de Noisy-le-Sec de vouloir faire la nique aux voix surpuissantes du Québec. Un jour un frimeur de Passy se mit à faire du raga-dub style. Des gars de Saint-Denis sont venus chez lui et l'ont criblé de balles vocales. Inutile de jouer l'imposture. Les faux Django se prennent des cartouches de riff manouche à coup sûr. Godfather 1, 2, 3. Jamais vu de vrai gun ailleurs qu'au cinéma, au casino, en costard mauve, un freak dans la mafia, philosophie de Sicile. Omerta, mes amis, mon clan, mes frères, mes coups de félas, nos guitares sont des famas et nos basses font trembler les bougnards quand dans les brumes du quartier latin on entend se friter les petits chanteurs du quotidien. Je porte sous mon suaire un complet gris clair et les fils de soie recouvrent ma carcasse. Avoir l'art et la manière de quitter la terre, pleuré par la maman et touché par la grâce. Et mon âme libérée retourne dans la lune. Les étoiles ont trop la classe et je restitue mon corps sans rancune. Aussi loin que me mène mon chemin dans l'univers, transporté par des airs de gangsters, de la chanson française d'après-guerre. Voilà, Alexis HK, Les Affranchis. C'est bien. C'est super. Très bien, très bien. Formidable. Alors, je rappelle, il y a toujours ce livre en 2 volumes, La Seconde Guerre mondiale. Ça fait un très beau coffret chez Grune. Il y a le premier tome 39-43 et 43-45 avec tous ces facsimilés, des souvenirs. Vous avez vos Ausweis et vos papiers. Voilà, ça peut vous servir. Et on se retrouve dans un instant avec Michel Piccoli pour continuer à parler du Bel Âge, le film de Laurent Perrault qui sort le 30 avec Pauline Etienne. Voilà. À tout de suite pour la suite du Fou du Roi. Ça y est, c'est fini, on est... Le Fou du Roi. Et voilà, le Fou du Roi est de retour et avec nous Michel Piccoli pour un premier film de Laurent Perrault qui sort le 30 décembre. Le Bel Âge. Le Bel Âge, absolument, avec Pauline Etienne. C'est quoi le Bel Âge pour vous? Le mien. C'est le mien. Oui. C'est celui auquel on... Ben, il y a deux beaux âges dans la vie, paraît-il. La jeunesse, l'adolescence, c'est peut-être le bel âge le plus difficultueux. Et puis ceux qui ne devraient plus être là, mais qui sont encore là, c'est le bel âge. C'est quelquefois pas facile non plus. Mais il y a moins de difficultés. Peut-être parfois pour marcher, mais pour le reste, il y a moins de difficultés. Marcher dans la tête? Non, oui, la tête marche bien, au contraire. Pas toujours. Alors, j'en profite pour vous dire que lundi matin, nous serons avec Fabrice Lucchini en direct. Mais lundi après-midi, nous enregistrons l'émission de Noël avec le curé des Loubards, le père Guy Gilbert. Oh, voilà. il va venir avec ses Santiago. Il vient avec les Santiago, le blouson clouté, etc., etc. Voilà. Ah, toute la panoplie pour Noël. Un Noël rock'n'roll sur France Inter. Yeah. Avec nous également ce matin au micro, nous avons Régis Maillot pour sa chronique à la carte. L'ami des Loubards. Qui est également rock'n'roll. Delphine Appiou, François Reynard, Éric Neuf. Moi, c'est Charlotte Bouteloup, moi. Vous êtes Une autre blonde. Oui, une autre mais blonde. c'est Piu Bouteloup, voilà.
Vous appelez... Pardon, Charlotte. Oui, bah, c'est bon. Elles sont interchangeables. Merci. Oui, elle s'appelle Charlotte. Mais ça fait si longtemps que je vous ai pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est... Mais j'aime beaucoup Vous Delphine, disiez que la donc, tête marche je pas le prends toujours, comme un voyez, c'est compliment. Oui, ça. il n'y a pas besoin d'être vieux pour avoir la tête qui... Non, mais je dis ça pour moi. Dans 5 minutes, Stéphane va nous dire qu'est-ce que vous faites dans ma chambre en regardant le public. C'est ce qu'a dit Johnny à Laetitia. Il lui a dit, mais t'es pas à l'école. Et avec nous également Franck Gélibert au Ah, il se piano. souvient du nom. Bonjour, et une petite annonce. Nous n'avons pas annoncé tout à l'heure les classes de TST G1 et première STG 3 de Louis Bascan à Rambouillet. Bienvenue. Bah merci d'être venu parce que c'est vrai qu'avec la neige, ça doit pas être facile de venir en bus. Voilà. Et nous retrouvons tout de suite, eh bien, il n'est pas curé des Loubards, mais on communie sur toutes les espèces avec lui. C'est Didier Porte. Oh là 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 là, je suis de plus en plus inquiet pour Éric Besson. Hier, sur BFM TV, il s'est déclaré blessé, pour sa famille bien sûr, par les coups de latte et les critiques affligeantes et insultantes dont il est l'objet. Il paraîtrait qu'un des 9 Afghans, odieusement anglophiles qu'il a fait renvoyer à Kaboul, aurait déclaré avant d'embarquer « Besson est une tête de con ». C'est une traduction approximative, vu qu'il l'a dit en pachtoun, ça n'empêche que c'est vraiment dégueulasse de sa part. Quels enfoirés ces Afghans, hein. Bon débarras. Pauvre Éric Besson. Il n'en peut tellement plus que dorénavant, il ne laisse plus rien passer. Ainsi, il vient d'attaquer en diffamation Jean-Christophe Cambadélis, qu'il avait comparé à Pierre Laval. Et tac, bien fait. Comparé à Laval, le symbole de la collaboration. C'est vraiment ignoble. Ah oui, il craque complètement, Éric. Un ministre a même confié à l'Express qu'il était, je cite, au bord de la rupture, du burn-out, du nervous breakdown. Le pauvre garçon. Au point que le président Sarkozy envisagerait de le muter à un autre poste ministériel. Ah, il doit vraiment se sentir mal. On a de la peine pour lui. N'est-ce pas, Michel Piccoli? Non, Michel, s'il vous plaît, retenez vos larmes. Pas ici, pas en public. On en parlera dans loge tout à l'heure, après l'émission. C'est clair, il faut exfiltrer Éric Besson de son ministère et lui trouver un job moins exposé en marge du gouvernement afin que cessent ces attaques infâmes. Je sais pas, moi, la présidence des chantiers de jeunesse ou le commandement de la division Charlemagne ou encore la direction du commissariat général aux questions juives. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai commis un léger anachronisme. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce pauvre Éric Besson reprenne du poil de la bête immonde? De la bête, pardon. Désolé, ça m'a échappé. Il faut faire attention quand on parle de lui, on a la langue qui fourche facilement. Bon, et surtout, je voudrais pas lui faire de peine, moi, parce que je l'aime bien. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis déa d'admiration devant tout ce qu'il fait depuis qu'il dirige le ministère de l'Immigration et de la Révolution nationale, mais de là à le faire passer pour un collabo, comme l'a fait Cambadélis... D'ailleurs, Éric, si vous voulez qu'on en parle, si vous m'écoutez, hein, je vous donne mon adresse email. Alors, c'est desportes, tout attaché, hein, desportes, Didier Porte, absolument, @free.fr. Non, à mon avis, tel que je connais Éric Besson, je pense que sa dépression actuelle n'a pas que des causes politiques. Elle est aussi liée à certains changements dans son mode de vie. Ça va faire maintenant bientôt 3 ans qu'il s'est mis au service de Nicolas Sarkozy, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Bientôt 3 ans sans trahir. C'est quand même rude, hein. Il faut tenir. Le mieux, il paraît, c'est de compter les jours un par un, surtout au début, éventuellement de s'inscrire à un groupe de parole pour se sentir soutenu. En plus, ça fait plusieurs mois qu'il a divorcé de son épouse périmée pour une beaucoup plus jeune. Alors c'est vrai que c'est sympa d'être en ménage avec la nouvelle, mais du coup, il peut plus tromper la vieille, comme il le faisait depuis 30 ans, a-t-elle raconté dans un livre. Et l'air de rien, ça lui manque à Éric. Au final, ce qui ressort de cette interview du ministre de l'Immigration et de l'Insécurité nationale sur BFM TV, ainsi que de l'écho, soi-disant d'origine ministérielle, relayé pas du tout complaisamment par l'Express, c'est que ce brave Éric Besson, dans le fond, est un grand sensible et qu'il y a un cœur qui palpite sous la veste réversible du serial traître. Ce que confirme cet autre écho, publié dans Le Point de la semaine dernière. Je vous les livre tel quel, brut de décoffrage. C'est titré « Il faut saluer Éric Besson ». Éric Besson avait minimisé l'incident, écrit Le Point, après que le Canard enchaîné l'eût dévoilé. Le mois dernier, le ministre s'était emporté contre une policière en faction à l'entrée du ministère de l'Immigration qui ne l'avait pas salué parce qu'elle ne l'avait pas reconnu. Il n'empêche, la fautive, qui avait pourtant présenté ses excuses au ministre, passera en conseil de discipline au début de l'année prochaine. Vous vous rendez compte ?
Le pauvre Éric Besson, comme il est sensible, comme il est à fleur de peau pour être vexé comme ça parce qu'une fliquette en faction l'a pas reconnu. Oh là 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 là, quel manque d'assurance, quelle détresse personnelle. Et au final, quel immense besoin d'amour cela révèle chez cet homme de plus de 50 ans. Il est trop mignon, cet Éric Besson, n'est-ce pas, Michel Piccoli? Avouez que s'il était parmi nous, vous auriez du mal à résister à l'envie de lui faire un gros câlin. Mais oui, t'inquiète pas, on t'a tous reconnu, on t'aime fort, tu sais. Bon, par contre, la policière qui l'a pas saluée, j'espère qu'elle va morfler grave. Hein. J'espère qu'au minimum, le conseil de discipline va la virer sans indemnité. Quelle salope, hein. Non, parce que s'il y a vraiment un type de bavure policière à dénoncer en ce moment, c'est bien les factionnaires qui oublient de saluer leur ministre parce qu'elles les ont pas reconnus. Hein. Je rappelle que la semaine dernière, dans les Landes, une demi-douzaine de lycéens qui avaient tenté de murer l'entrée de leur bahut pour protester contre la réforme se sont retrouvés en garde à vue. Hein. Pour des lycéens, c'est très formateur, la garde à vue. Ça vaut une année d'instruction civique largement. Bref. Mesdemoiselles, si vous travaillez dans l'entourage de monsieur Éric Besson, montrez-lui bien que vous le reconnaissez, que vous le respectez, et même, pourquoi pas, que vous êtes secrètement amoureuse de lui. Sinon, il vous en cuira, poufias. Oh, c'était Olivier Porte. Donc, vous pouvez retrouver les meilleures chroniques en librairie avec les people à la porte aux éditions de la Découverte et Porte-Flingue chez Pocket. J'ai une autre annonce à faire pour tous les amoureux de la musique et du vinyle. Une idée de cadeau pour les fêtes. La société Rock'n'Wall propose des cadres spécialement conçus pour encadrer vos pochettes de disques. Ces cadres sont fabriqués par des handicapés et ces cadres sont disponibles sur le site rock'n'wall.com et dans toutes les bonnes boutiques entre 20 et 25 €. Voilà, c'est important de le souligner. Je vous propose de reprendre en musique et de retrouver le groupe Alpha Rococo pour une reprise d'une chanson de Serge Gainsbourg intitulée Le Poinçonneur des Lilas. Et ils sont accompagnés par Franck Gélibert au piano. Voici Alpha Rococo. Direct par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûre. Je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Mais si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous.
groupe Alpha Rococo. Merci également à Franck Gélibert. Je vous rappelle une dernière fois le titre de leur premier album, Levez l'encre. Toutes les informations sont sur leur site www.alpharococo.com ou sur le site du Fou du Roi sur franceinter.com, site sur lequel vous pouvez télécharger et revoir, si vous, même le soir moderne. par exemple. Ah, c'est très moderne. Très Toutes les moderne. chroniques, y compris celle de Régis Maillot. On peut voir vos chroniques, je crois. C'est à vous. C'est à moi. Bah oui, c'est le vendredi, votre chronique. Oui, c'est ça. Alors, un fidèle auditeur, Jean Didier, qui nous écrit de la porte d'Asnières, enfin plus précisément de dessous la porte d'Asnières. Il est clodo là-bas. Hein. Il est inquiet des mesures dictées à Copenhague contre le réchauffement climatique. Bah, il a lu hier dans le journal 20 minutes, enfin ce qu'il en restait, hein, parce que 20 minutes, lui, ça lui sert un peu à tout, à Jean Didier, hein, forcément, que l'objectif des dirigeants du monde était de faire redescendre la température de la planète de 2 degrés. Et là, comme on vient de lui gauler sa tante Igloo, ses moon boots et son chien, enfin sa couette, hein, il voulait savoir si c'était possible d'attendre mai juin pour régler le bouton de la clim, tu vois. Un peu de solidarité, Jean Didier, hein. C'est pas parce que tu fais du camping sauvage toute l'année qu'il faut se désintéresser de la flambée du prix du mètre carré des banquises chez les pingouins. Hein. Problème des pauvres, hein, ils pensent qu'à eux. Alors c'est l'effet Copenhague, ça. Hein. Tout le monde se met au vert, même les stars font l'éloge de l'électrique. Regardez, Johnny Hallyday, en 10 jours, il est passé du 2 roues aux 4 roues. Il va mieux, il est sorti du coma. En revanche, son producteur vient d'y rentrer, hein, quand il a vu la note, là. La prochaine tournée de Johnny, ça sera pas le tour 66, hein, mais le tour des CHU. Hein. En pleine forme, l'idole des jeunes. Hein. En pleine forme, à son réveil, il a reconnu sa femme, il a fait « Salut Sylvie ». Bon, passons au dossier du jour. Est-ce que vous avez fouillé les gamins à l'entrée du public, Stéphane? Ah si, il y en a qui sont déguisés en vieux. Hein. Moquez-vous, monsieur Berne, mais parmi ces petits anges, il y a certainement des meurtriers là-dedans. Hein. Vous lisez pas la presse? Non. À part Gala, Point de Vue et le quotidien du Tequel, rien vous intéresse, vous. Hein. Mais je lis pas les informations anxiogènes. Ah bah attendez, à Lyon, le petit Tamar, un ado de 12 ans, a été tué par un autre ado de 16 ans, par un tir de chevrotine. Dans quel monde vivons-nous? Moi, à 16 ans, mon obsession, c'était pas de tirer à la chevrotine, c'était de tirer un coup tout court, quoi. Faut les fouiller, hein, les gosses. Hein. Brice Hortefeux, il a dit mardi, il a donné cette information, en banlieue parisienne, il y a plus de 30 000 armes illégales. 30 000. C'est 2 fois plus que le stock de toute l'armée française. Ça fout les jetons. En même temps, c'est rassurant. Si les Allemands reviennent, ils dépasseront jamais la plaine Saint-Denis. Hein. Surarmés, les gamins. Vous vous souvenez de ce récent fait divers? Un collégien de 13 ans a voulu abattre tous ses professeurs à coups de fusil de chasse. J'imagine les parents en rentrant du boulot. Mais Kevin, qu'est-ce que c'est que cette tête accrochée au mur? C'est un sanglier? Non, c'est ma prof d'histoire. Mais Kevin, on ne chasse pas sa prof d'histoire. Déjà parce que ce n'est pas au programme de 4e. Ensuite, le prof d'histoire est une espèce en voie de disparition. Enfin, parce que ce n'est pas comestible, Kevin. Tu files dans ta chambre sans manger et ne joue pas trop longtemps avec tes jeux vidéo nazis. Bon, je vous explique comment ça s'est percé. Le gamin est sorti de chez lui à 7h du mat avec un fusil dans son cartable. Bon, déjà, les parents auraient dû se méfier, hein, parce qu'une trousse d'1 mètre de long, c'est pas pour ranger un stabilo boss, hein, tu vois. Un fusil de chasse et 25 cartouches. Donc 25 profs. Hein, Ah, le gamin devait être sarkozyste. Hein. Bah oui, ça fait 2 ans que notre président veut supprimer 11 000 postes de fonctionnaires. Le gosse a pris ça au pied de la lettre. Je dois participer à l'effort national. Dans quel monde vivons-nous? Un fusil de chasse pour tuer un prof, c'est démesuré. Tout le monde sait bien qu'un prof, déjà, quand il se pince avec une agrafeuse, il se met en arrêt maladie pendant un trimestre. Ah, tu as de la chance qu'à cette heure-là, ils sont au lycée encore, les profs. Hein. Non, non, c'est pas facile, le métier de prof, c'est pas facile. Hein. Surtout quand on a affaire à des sales gamins comme vous. Regardez dans quel état ils sont, nos enseignants en ce moment. Il y en a certainement qui nous écoutent, cachés, transis de peur dans la salle des profs, un thé vert au Lexomil dans la main droite, un transistor collé sur l'oreille gauche et un couteau planté dans l'omoplate en guise d'antenne relais. Traumatisés, les enseignants. Et après, on s'étonne de voir les samedis soirs dans les nightclubs sordides l'élite de la nation, des institutrices vraiment fraîchement sorties de l'IFM, ivres mortes à la vodka Schweppes à 4h du mat,
Se faire honorer à la sauvette comme des vulgaires coiffeuses de province à l'arrière des Fiat Punto. C'est ça qu'on veut pour le pays. D'où tiens-tu tes informations? Faut les fouiller, ils sont givrés. Ça, c'est la faute à la télé et les programmes ultra violents. C'est vrai, quand t'as 13 ans et que le soir, tes parents t'obligent à regarder pendant 2 heures, à vous de juger avec Arlette Chabot. Ah, tu chiales ta rhum, tu dis non, c'est pas ça l'avenir. Les gamins, c'est des monstres, hein, Stéphane. Hein. Moi, aujourd'hui, dans la rue, quand je croise un enfant de 6 ans, j'ai pas honte de l'avouer, mais je change de trottoir. Ouais. L'autre jour, bon, je faisais mes courses alimentaires chez mon épicier arabe, qui est chinois et raciste. Oui, il déteste les Pakistanais. Juste raison, ces gens-là sont feignants comme des Portugais et sales comme des bonnes Roumaines. Au feu rouge, une bande de punk, une classe de CE1. Il y en a un avec une casquette à l'envers qui parlait le verlan, vous voyez le genre. Le profil type du membre du djihad islamiste, quoi. Bonjour monsieur, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais vous avez laissé tomber vos clés. J'ai senti la menace terroriste. J'y ai mis un coup de taser dans les omoplates, il a dansé la tectonique pendant 10 minutes. Bien fait pour lui. C'est des monstres, les gosses. Quand monsieur Émile Louis, hein, sur l'autoroute des vacances, voit un gamin qui fait le fanfaron au bord de la chaussée, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, le mimile, en lui collant un péno à l'arrière de sa camionnette? Il se dit, je suis en train de sauver ma peau. Il faut agir. Brice Hortefeux a raison. Pour lutter contre l'insécurité en banlieue, ils viennent de faire un truc bien. Ils viennent de mettre des policiers dans les bus. Chacun son tour. Habituellement, c'est les Arabes dans les cars des CRS. Hein. Heureusement, à Nice, monsieur Estrosi, la gare des michards du pauvre, a instauré un couvre-feu pour les enfants de moins de 13 ans. Entre nous, c'est plus un couvre-vieux qui devrait faire à Nice. Hein. Ah ben à Nice, un type qui pense avoir moins de 13 ans, c'est un Alzheimer, hein, c'est tout. Tolérance zéro. Bref, pour conclure, une petite brève météorologique, puisqu'il est question de froid et de neige donc des nouvelles de Richard Gasquet. Accusé, vous savez, d'avoir... Il a été complètement blanchi. Oui, il a été blanchi. Pour un type qui aimait la cocaïne, hein, il a eu cette phrase, je vous jure que c'est vrai, je vous jure. Il a dit, à propos de cette histoire de cocaïne, il a dit « Je repars à zéro, il est temps pour moi de tirer un trait. Bon week-end ». Bravo, et nous on ne tirait pas à la ligne, Régis Maillot. C'était Régis Maillot. Quel esprit. Et ce week-end, vous êtes à Bayonne et en février, n'oubliez pas de réserver vos places à la Comédie de Paris. Voilà, vaut mieux en rire, hein, tout ça. Vous faites à Bayonne, Régis, ce week-end? C'est pas les férias, je joue. C'est vrai? Je joue, oui. Le rôle du taureau? Oui, ou la vachette. Du taureau reproducteur. Ne lâchez pas vos filles dans les rues de Bayonne, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça vous a fait rire, oui. Michel? Oui, beaucoup. Bon, vous dites-le. Dites-le que vous n'avez pas aimé la chronique de Régis Maillot. Si, il est beau. Vous êtes comme les gens qui disent à Régis, j'ai pas aimé, mais j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est vrai que votre vocation, à vous, est arrivée avant 13 ans. Vous aviez 9 ans au pensionnat. Michel, c'est vrai? Oui, vous. C'était à 9 ans au pensionnat. Oui. Michel, mettez-vous devant le micro. Pardon. À 9 ans au pensionnat, vous avez commencé à jouer? Oui, j'ai joué pour la première fois de ma vie devant un public de famille. Et je me souviens, elle me l'a rappelé, mais je m'en serais souvenu. Ma mère m'a dit, elle était dans la salle, elle assistait au spectacle. C'était L'habit merveilleux du roi d'Ibsen et je jouais un voleur, le premier voleur. Et ma mère m'a dit, mais tu n'as pas eu peur? Et je lui ai répondu, au contraire. Mais ça voulait dire simplement que je parlais fort peu dans la vie en général. Et pour une fois, on m'écoutait, alors j'étais ravi. Et vos parents vous ont toujours poussé, ils ont toujours compris le fait d'être eux-mêmes des artistes? Est-ce que ça a aidé vous avez été soutenu dans votre désir d'être... Mes parents ont été très paisibles quand je leur ai dit que je voulais être comédien. Ils m'ont dit, ben, va dans un cours, apprends ton métier, on te dira si tu es capable de... Voilà. Ça s'est passé d'une façon très douce, très calme, très intelligente. Merci papa, merci maman. Éric, vous qui connaissez bien la filmographie de Michel Piccoli, qu'est-ce qu'il faut voir d'urgence quand on aime
pour rendre hommage, à part le bel âge, évidemment qu'on va voir le 30. Il y en a trop, mais moi j'ai une grande faiblesse pour les films de Sautet dans lesquels vous avez joué. Votre colère dans Vincent, François, Paul et les autres, je crois que c'est un grand moment de cinéma. Vous êtes le type qui sait le plus se mettre en colère de tout le cinéma mondial. Avec Pacino, peut-être. Et puis il y a une continuité absurde entre les films de Sautet et celui-là. C'est que dans les films de Sautet, vous fumez beaucoup, parce qu'à l'époque, il y a tous les plans. Et dans celui-là, on lui fait la remarque toujours, mais il continue à fumer le personnage. Vous, dans la vie, vous fumez ou tout ça, c'était des rôles de composition? Non, c'était pas les rôles de composition. Je fumais, mais je ne fume plus. Parce que... J'en suis très heureux. Pourquoi? Parce qu'une fois, un médecin m'a montré des photos en couleur des poumons des fumeurs. C'était déprimant. Comme vous dites. Ça fait peur. Non, mais si vous fumez, instruisez-vous et regardez les photos des poumons des fumeurs. Merci du conseil. Michel Piccoli, je rappelle que vous êtes à partir du 30 à l'affiche de ce très beau film de Laurent Perrault avec Pauline Etienne, Le Bel Âge. Un très joli film, vraiment, ne manquez pas de le voir à partir du 30 décembre. Merci beaucoup. Lundi, nous serons en direct le matin avec Fabrice Lucchini, mais également Caroline Pigozzi. J'espère qu'elle arrivera à dire 3 mots. Parce oui, avec Fabrice Lucchini, c'est pas facile. Et à 15h, ici même, dans le studio 106, nous enregistrerons une émission donc avec le père Guy Gilbert. Et puis ensuite, on sera encore en direct mardi et avec Philippe Bouvard et mercredi avec Philippe Jarouski. Voilà, sans plus tarder, Philippe Bertrand et ses carnets de campagne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Stéphane, bravo pour l'accueil du géant qu'est Michel Piccoli. C'est vrai que la filmographie, c'est impressionnant. Oui, impressionnant. Moi j'ai un souvenir merveilleux d'un film de Michel Deville. J'adore Michel Deville, il travaille toujours sur des textes littéraires. Oui. C'était Le Paltoquet. Est-ce que vous vous souvenez du Paltoquet? Le Paltoquet. Michel Piccoli, Le Paltoquet. Ouais. Ça vous dit vous vous souvenez du Paltoquet? Très bien. Avec Jeanne Moreau, c'était exceptionnel. Avec Jeanne Moreau. La femme en bleu aussi. C'est une composition mémorable. Un grand bravo. Merci. Voilà. Eh bien, bonne fin de semaine à vous. Merci. Philippe, et à lundi. À vous aussi, au revoir.